costume neuf de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux costumes neufs qu'il donnait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ne se souciait pas de théâtre ni d'aller en voiture dans la forêt, sinon uniquement pour montrer ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure du jour, et de même que l'on dit d'un roi, il est au conseil, on disait toujours de lui, il est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup. Chaque jour venaient de nombreux étrangers. Un jour arrivèrent 2 escrocs. Ils se donnèrent pour tisserands et dirent qu'ils savaient tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et les dessins en étaient exceptionnellement beaux, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisibles à quiconque ne savait pas remplir son emploi, ou bien était d'une irrémissible bêtise. Voilà de charmants habits, se dit l'empereur, en les portant. Je pourrais découvrir quels hommes ne savent pas remplir leur emploi dans mon royaume. Je pourrais distinguer les gens intelligents des sots. Oui, tout de suite il faut que l'on me tisse cette étoffe. Et il donna beaucoup d'argent aux 2 escrocs, à titre d'art, pour leur faire commencer leur travail. Ils s'installèrent bien 2 métiers à tisser, et firent semblant de travailler, mais ils n'avaient rien du tout sur le métier. Bien vite, ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils fourrèrent le tout dans leur propre sac et travaillèrent avec les métiers vides, et même jusque tard dans la nuit. Je voudrais bien savoir où ils en sont de leurs étoffes, se dit l'empereur. Mais il se sentit un peu gêné à l'idée que ce soit lui, qui était bête ou convenait mal à son emploi, ne pourrait rien voir. Il pensait bien qu'il n'avait rien à craindre pour lui-même, mais il voulait d'abord envoyer quelqu'un voir comment ça marchait. Tous les gens de la ville savaient quelle merveilleuse qualité l'étoffe possédait, et chacun était curieux de voir combien son voisin était bête ou incapable. Je vais envoyer au tisserand mon vieux et brave ministre, se dit l'empereur. C'est lui qui peut le mieux voir l'effet que fait l'étoffe, car il est intelligent, et personne mieux que lui ne remplit sa fonction. Et le vieux et honnête ministre entra dans la salle où les 2 escrocs travaillaient à leur métier vide. Dieu ait pitié de nous, se dit le vieux ministre, en écarquillant les yeux. Je ne vois rien du tout. Mais il ne le dit pas. Les 2 escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin et de charmantes couleurs. Et il montrait le métier vide. Et le pauvre vieux ministre continuait à écarquiller les yeux, mais ne pouvait rien voir, car il n'y avait rien. Grand Dieu, songeait-il, est-ce que je serais bête? Je ne l'ai jamais cru, et il ne faut pas que quelqu'un le sache. Est-ce que je remplirais mal ma fonction? Non, il convient de ne pas raconter que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, vous n'en dites rien, dit l'un des 2 qui tissait. Oh, c'est joli, c'est tout à fait magnifique, dit le vieux ministre, en regardant avec ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que cela me plaît extrêmement. Ah, ça nous fait plaisir, dirent les 2 tisserands, et ils désignèrent les couleurs par leur nom et expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre les écouta avec attention, afin de pouvoir répéter ce qu'il entendait. Lorsqu'il serait revenu auprès de l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Alors les escrocs demandèrent encore de l'argent, ainsi que de la soie et de l'or qui devaient servir au tissage. Ils mirent tout dans leur poche, et pas un fil ne vint sur le métier, mais ils continuèrent comme auparavant à tisser sur le métier vide. L'empereur envoya bientôt un second haut fonctionnaire honnête pour voir comment allait le tissage si l'étoffe serait bientôt prête.
de la ville parlèrent de la superbe étoffe, et l'empereur voulut la voir lui-même, pendant qu'elle était encore sur le métier, avec tout un groupe d'hommes éminents, parmi lesquels étaient les 2 vieux fonctionnaires qui déjà y étaient venus. Il se rendit auprès des 2 escrocs malins, qui disaient de toute leur force, mais sans le moindre fil. « Oui, n'est-ce pas admirable, dirent les 2 fonctionnaires honnêtes. Votre Majesté veut-elle voir quel dessin, quelle couleur ?» Et ils montraient du doigt le métier vide, car ils croyaient que les autres pouvaient sûrement voir l'étoffe. « Comment, se dit l'empereur, je ne vois rien? C'est effrayant, suis-je bête? Ne suis-je pas capable d'être empereur? Il ne pourrait rien m'arriver de plus terrible. » « Oh, c'est très beau, dit l'empereur, je donne ma plus haute approbation. » Et il fit un signe de tête satisfait et considéra le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne pouvait rien voir. Toute la suite qu'il avait amenée regardait sans y voir, plus que tous les autres, mais tous disaient comme l'empereur. « Oh, c'est très beau !» et lui conseillaient de porter pour la première fois un costume taillé dans cette nouvelle étoffe superbe à la grande procession, qui devait avoir lieu bientôt. C'est admirable, ravissant, parfait, disait-on en chœur, et tout le monde était enchanté. L'empereur gratifia chacun des 2 escrocs d'une croix de chevalier à mettre à leur boutonnière et du titre d'écuyer tisserand. Toute la nuit qui précéda le matin où la procession devait se dérouler, les escrocs furent à l'œuvre, avec plus de 16 lumières allumées. Les gens pouvaient voir qu'ils se dépêchaient d'achever le nouveau costume de l'empereur. Ils firent comme s'ils ôtaient l'étoffe du métier, coupèrent l'air avec des grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil, et dirent enfin « Voilà, le costume est terminé. » L'empereur vint lui-même, avec ses chevaliers d'honneur, et les 2 escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est léger comme une toile d'araignée. On croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la qualité de l'étoffe. » Oui, dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir puisqu'il n'y avait rien. Votre Majesté impériale veut-elle avoir la bonté de se déshabiller pour que nous lui mettions l'habit neuf devant ce grand miroir? L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs firent simplement le geste de lui donner chaque pièce des nouveaux, qui étaient soi-disant cousus, et ils le prirent par la taille, et hurlèrent d'attacher quelque chose. C'était la traîne, et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. Dieu, comme c'est bien pris, comme ça va parfaitement, dirent-ils tous. Quel dessin, quelle couleur! En voilà un précieux habit. Les gens qui doivent porter le dais au-dessus de votre Majesté pendant la procession sont là. Dehors, dit le maître des cérémonies. Oui, me voilà prêt, dit l'empereur. Ça va-t-il bien? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il fallait qu'il eût l'air de bien contempler son costume de gala. Les chambellans qui devaient porter la traîne touchèrent avec les mains par terre, comme s'ils la relevaient. Ils marchèrent les mains devant eux, car ils ne voulaient pas que l'on s'aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et l'empereur défila dans la procession, sous le magnifique dais, et tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Dieu, comme le nouveau costume de l'empereur est splendide! Quelle belle traîne il a, comme elle est un bel effet! » Personne ne voulait que l'on s'aperçût qu'il ne voyait rien, car cela aurait prouvé qu'on n'aurait pas bien rempli son emploi, ou aurait été très bête. Aucun costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. Mais il n'a rien sur lui, dit un petit enfant. Grand Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père, et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. Il n'y a rien sur lui. Un petit enfant dit qu'il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui, cria finalement tout le peuple. Et l'empereur, en
j'ai vu des soldats de plomb. Un petit garçon avait poussé ce cri et battait des mains. Il les avait eus parce que c'était son jour de naissance et se mit à les ranger sur la table. Chacun des soldats ressemblait exactement aux autres. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été le dernier coulé, quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait tout de même solidement sur son unique jambe, comme les autres sur leurs deux, et c'est lui précisément dont l'histoire est curieuse. Sur la table où ils s'étaient rangés se trouvaient beaucoup d'autres jouets, mais celui qu'on remarquait le plus était un joli château de carton. Par les petites fenêtres, on pouvait voir dans le salon dehors de petits arbres entourés d'un petit miroir qui était censé représenter un lac. Des cygnes de cire nageaient dessus et s'y miraient. Le tout était gentil, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout au milieu de la porte du château. Elle aussi était coupée dans du carton, mais elle avait une jupe de linon très claire et un ruban bleu sur l'épaule, comme une draperie. Au milieu du ruban était fixée une paillette brillante aussi grande que sa figure. La petite demoiselle avait les deux bras en l'air car elle était danseuse, et elle levait si haut une de ses jambes que le soldat de plomb ne la voyait pas, et croyait que la demoiselle n'avait qu'une jambe comme lui. Voilà une femme pour moi, se dit-il, mais elle est un haut rang, elle habite un château. Moi, je n'ai qu'une boîte et nous sommes 25 dedans. Ce n'est pas un endroit pour elle tout de même. Il faut que je tâche de faire sa connaissance. Et il s'étendit tout de son long derrière une tabatière qui était sur la table. De là, il pouvait regarder la délicate petite dame qui continuait à rester sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats de plomb entrèrent dans leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors les jouets se mirent à jouer, c'est-à-dire à recevoir, à se battre et à danser. Les soldats de plomb faisaient du bruit dans la boîte, car ils voulaient en être mais ne parvenaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et le morceau de grès plaisantait avec l'ardoise. Le tapage fut tel que le canari se réveilla et se mit à bavarder, et même en vers. Les deux seuls qui ne bougèrent pas de place furent le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait droite sur la pointe du pied, les deux bras en l'air, et lui n'était pas moins inébranlable sur son unique jambe, et pas un instant il ne quittait des yeux la demoiselle. Minuit sonna et clac, voilà le dessus de la tabatière qui saute. Elle ne contenait pas de tabac, pas une miette mais un petit drôle noir. C'était une attrape. Soldat de plomb, dit le drôle, veux-tu bien ne pas fixer les yeux comme ça? Mais le soldat de plomb fit comme s'il n'entendait pas. Oui, attends demain tu verras, dit le drôle. Lorsque vint le matin et que les enfants arrivèrent, le soldat de plomb fut placé sur la fenêtre. Et soit que ce fût le drôle ou le courant d'air soudain, la fenêtre s'ouvrit et le soldat fut précipité la tête la première du 3e étage. Ce fut un voyage terriblement rapide. Il avait la jambe en l'air et resta debout sur sa casquette, avec la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La bonne et le petit garçon descendirent tout de suite pour le chercher. En bas, ils furent sur le point de marcher dessus et ne purent pourtant pas le trouver. Si le soldat de plomb avait crié « Me voici !» il l'aurait bien trouvé, mais il ne trouva pas convenable de crier parce qu'il était en uniforme. La pluie se mit à tomber très fort. Ce fut une sérieuse averse. Lorsqu'elle fut passée, arrivèrent deux gamins des rues. « Tiens, dit l'un, voilà un soldat de plomb. Il va partir en bateau. » Les gamins firent un bateau avec un journal, placèrent le soldat de plomb au milieu, et voilà le bateau qui descend le ruisseau. Les deux garçons couraient à côté et battaient des mains. « Bon Dieu,
demeura inébranlable, fit bonne contenance et regarda devant lui, l'arme au bras. Soudain, le bateau entra sous un long pont de ruisseau. Il y faisait aussi noir que si le soldat de plomb avait été dans sa boîte. « Où est-ce que je vais arriver ?» se demandait-il. « Oh, c'est la faute du troll. Si encore la petite demoiselle était ici, dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y fît encore plus sombre. » À ce moment, se présente un gros rat d'égout qui habitait sous le pont du ruisseau. « As-tu un passeport ?» demanda le rat. « Montre ton passeport. » Mais le soldat de plomb se tut et tint son fusil encore plus serré. Le bateau fila et le rat derrière. Aïe, comme il grinçait des dents et criait au secours. « Arrêtez-le, arrêtez-le, il n'a pas payé la douane, il n'a pas montré son passeport. » Mais le courant devenait de plus en plus fort. Le soldat de plomb pouvait apercevoir déjà le jour devant lui, à l'endroit où finissait le pont. Seulement, il entendait aussi un grondement dont un homme brave pouvait bien s'effrayer. Songez donc à l'endroit où cessait le pont. Le ruisseau se déversait tout droit dans un grand canal. Pour le soldat de plomb, c'était aussi dangereux que pour nous d'être entraînés dans une grande cascade. Il en était si près qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Le bateau fut projeté, le pauvre soldat de plomb se tint aussi raide qu'il put. Personne ne peut lui reprocher d'avoir seulement cligné de l'œil. Le bateau tournoya 3-4 fois et fut rempli d'eau jusqu'au bord. Il ne pouvait que sombrer, le soldat de plomb avait de l'eau jusqu'au cou, et le bateau s'enfonçait toujours, le papier se défaisait de plus en plus. L'eau passa par-dessus la tête du soldat. Il pensa à la petite danseuse qu'il ne verrait plus, et aux oreilles du soldat de plomb tinta. « Danger, danger, guerrier, tu vas subir la mort. » Et le papier creva. Le soldat de plomb le transperça, mais fut avalé aussitôt par un grand poisson. Non qu'il faisait sombre là-dedans, c'était encore pis que sous le pont de ruisseau, et puis on était allé droit. Mais le soldat de plomb fut inébranlable. Il resta tout de son long, l'arme au bras. Le poisson s'agita, se livra au mouvement le plus désordonné. Il finit par rester tout à fait immobile, et il fut traversé comme par un éclair. La lumière brilla tout à fait claire, et quelqu'un s'écria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu et monté à la cuisine où la bonne l'avait ouvert avec un grand couteau. Entre ses deux doigts, elle prit le soldat par la taille et le porta au salon, où tout le monde voulait voir un homme si remarquable qui avait circulé dans le ventre d'un poisson. Mais le soldat de plomb n'était pas fier du tout. On le posa sur la table, et comme ce qui arrive en ce monde peut être bizarre, le soldat de plomb se trouva dans le même salon où il avait déjà tété. Il vit les mêmes enfants, et les jouets étaient sur la table. Il revit le délicieux château avec la gentille petite danseuse. Elle se tenait toujours sur une seule jambe, et avait l'autre haut en l'air. Elle aussi était inébranlable. Le soldat de plomb en fut ému. Il fut sur le point de pleurer, mais ce n'était pas convenable. Il la regarda, et elle le regarda, mais ils ne dirent rien. Soudain, l'un des petits garçons prend le soldat et le jette dans la poêle, sans donner aucun motif. C'était sûrement le troll de la tabatière qui en était cause. Le soldat de plomb fut tout ébloui et ressentit une chaleur effroyable. Mais cela venait-il vraiment du feu, ou bien de l'amour? Il ne savait pas. Ses couleurs s'étaient effacées. Était-ce arrivé par le feu du voyage ou par le chagrin? Personne ne pouvait le dire. Il se sentait fondre, mais se tenait encore inébranlable, l'arme au bras. Alors une porte fut ouverte. Le vent s'empara de la danseuse qui s'envola, comme une sylphide vers la poêle, auprès du soldat de plomb. Elle s'enflamma et disparut. Puis, le soldat de plomb fondit en un petit pâté, et lorsque la bonne le lendemain enleva les cendres,
ces 2 contes d'Anderson vous seront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer avant d'aller dormir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très 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 bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.